Bonjour, ceci est une capsule d'information pour les gestionnaires concernant la stratégie de mobilisation des connaissances en prévention du suicide chez les personnes ayant une DI ou un TSA. Mon nom est Cécile Bardon, je suis professeure au département de psychologie de l'UQAM, directrice associée du Centre de recherche et intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie, et je suis la chercheure principale des projets qui ont mené aux outils qu'on vous présente aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Lorraine Millerte. Je suis agente de recherche aux crises et j'ai coordonné le programme, ou pardon, le projet avec Cécile. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de vous parler des outils de mobilisation des connaissances qu'on a développés pour vous aider à ce que vos équipes s'approprient le processus ODIS, qui est l'ensemble d'outils cliniques que nous avons développés pour la prévention du suicide auprès des personnes ayant une DI ou un TSA, et en particulier de vous présenter et de vous outiller pour jouer votre rôle de gestionnaire dans le cadre de ce programme. Donc, la stratégie de mobilisation des connaissances, elle fait partie du programme de recherche ODIS qu'on mène depuis maintenant 2015-2016. On avait commencé les premiers travaux. ODIS, c'est pour autisme, déficience intellectuelle, suicide. Donc, c'est vraiment l'ensemble de tous les outils qu'on a développés. La stratégie de mobilisation des connaissances, elle a été implantée et évaluée entre 2018 et 2020 auprès de 7 directions DI-TSA dans différents CIS de la province. Et dans le cadre du projet de recherche, on a été capable de démontrer qu'elle avait des effets positifs sur les changements de connaissances, les changements d'attitude, l'amélioration du sentiment de compétence et l'intégration des pratiques de prévention du suicide dans les pratiques habituelles des équipes cliniques. Si vous voulez en savoir plus sur cette phase finalement de projet de recherche, vous pouvez aller sur le site web du projet www.ditsa-suicide.ca sur lesquels vous allez pouvoir trouver tous les outils cliniques du processus ODIS, les outils de formation qu'on a développés, ainsi que les rapports de recherche qui sont associés à ce projet. Donc, la stratégie de mobilisation, elle accompagne le processus ODIS de soutien à la décision clinique sur le risque suicidaire chez les personnes ayant une DI ou un TSA. Les objectifs généraux de cette stratégie sont de répondre aux enjeux de l'appropriation de pratiques innovantes dans le réseau de la santé, des services sociaux et du communautaire. Depuis des années, on réfléchit à comment est-ce qu'on peut développer de meilleures pratiques d'intégration et d'appropriation des nouvelles techniques d'intervention, des nouvelles pratiques cliniques dans les milieux. Donc, cette stratégie vise à essayer de répondre en partie à ces enjeux-là et à ces objectifs. Elle vise aussi à améliorer les connaissances et les compétences des équipes cliniques en prévention du suicide. Donc, on est vraiment dans une posture d'amélioration des compétences collectives d'une équipe et non pas simplement de travailler auprès d'intervenants individuels qui vont peut-être être amenés un jour à changer de milieu et donc on va perdre la compétence quand ils vont partir. Donc, on essaie de voir comment on peut instituer une compétence d'équipe. Elle vise aussi à favoriser l'utilisation du processus ODIS par les équipes cliniques qui sont intéressées. Elle vise à soutenir la pérennisation des pratiques de prévention du suicide qui sont basées sur les meilleures connaissances possibles au sein des équipes, encore une fois. Donc, toujours cette notion-là d'ancrage dans les équipes d'une compétence collective. La notion de pérennisation, elle est essentielle dans l'application des nouvelles pratiques. Souvent, on fait un effort initial d'implantation ou d'appropriation, puis ça décline un petit peu avec le temps. Donc, la stratégie vise au maintien de cette compétence-là dans le temps aussi. Et elle vise à soutenir l'adoption de nouvelles pratiques et de nouvelles connaissances au fur et à mesure qu'elles émergent. C'est-à-dire que dans notre contexte de la prévention du suicide, on est vraiment dans les débuts du développement des connaissances et des pratiques dans ce domaine-là. Donc, ça va être vraiment très important qu'au fur et à mesure que de nouvelles connaissances sont produites, soit par les milieux eux-mêmes, soit par les équipes de recherche au Québec ou même ailleurs, mais qu'on soit capable d'intégrer ces nouvelles connaissances et ces nouvelles pratiques aux pratiques en place déjà dans les milieux. On a modélisé notre stratégie autour de certains grands axes qu'on va vous décrire brièvement pour vous mettre un petit peu en contexte. Cette stratégie-là, elle est pas mal structurée autour de l'interaction entre des acteurs clés, puis le contexte dans lequel ils travaillent, de manière à se déterminer ensemble des objectifs clairs de sensibilisation, formation, adoption, l'identification de moyens à mettre en place et d'effets attendus sur lesquels on va pouvoir mesurer que oui ou non, finalement, on a atteint notre objectif. On va regarder les différentes composantes l'une après l'autre.
La stratégie, elle est structurée autour de quelques points clés qui sont transversaux à tous les milieux. Puis ensuite, chaque équipe clinique fait une analyse de son milieu, de son contexte, de ses besoins et peut adapter ses outils, ses objectifs en fonction de sa situation concrètement. Donc, on a un cadre commun, puis ensuite une adaptation de ce cadre à la situation et au vécu local de chacun. Les points clés qui sont communs à tout le monde essentiellement, c'est pour commencer la formation et le soutien de mentors. C'est-à-dire que le pivot, le pilier central de cette stratégie-là, c'est des mentors en prévention du suicide, dont la tâche n'est absolument pas de devenir les experts du suicide et de sa prévention dans leurs équipes, ni de remplacer les autres, mais de soutenir les apprentissages et de soutenir l'identification des besoins chez leurs collègues et dans leur équipe. Donc, le mentor doit comprendre les besoins, proposer un ensemble d'activités d'appropriation des connaissances qui sont adaptées au contexte de la prévention du suicide de leur équipe, de leur milieu, de leur clientèle. Pour arriver à faire ça, le mentor, il a besoin de soutien. Il ne pourra jamais travailler seul. Et le soutien le plus important dont il a besoin, c'est celui de son gestionnaire ou de ses gestionnaires, des équipes de soutien, de gestion administrative et de gestion clinique qui sont autour de lui. Elle est basée aussi, la stratégie, sur la co-construction de compétences en équipe au fur et à mesure que les besoins se révèlent. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas d'apprendre une compétence à un moment dans le temps, puis on verra si on va l'utiliser. Puis quand on va l'utiliser, peut-être 6 mois, 8 mois après, on aura oublié les choses. L'idée, c'est de s'assurer que si on a une personne qui a des comportements suicidaires dans la clientèle de l'équipe, les membres de l'équipe utilisent cette situation-là comme une occasion d'apprentissage pour améliorer ses compétences cliniques et pratiques en termes de prévention du suicide. Donc, le concept est vraiment d'amener les connaissances et les pratiques aux intervenants dans les moments où ils en ont besoin pour co-apprendre finalement ensemble au fur et à mesure qu'ils sont confrontés au comportement suicidaire de leur clientèle. Et c'est aussi le dernier pilier sur lequel est basée cette stratégie-là, c'est le développement d'une capacité de soutien d'équipe. Si on part du principe, et puis ça c'est un principe que nous, en tant qu'équipe de recherche, puis que Réseau de prévention du suicide, on défend depuis longtemps, c'est l'idée que la prévention du suicide, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire seul. Il n'y a aucun intervenant qui peut gérer ça tout seul dans son coin. Donc, c'est forcément quelque chose qui se fait en équipe. Et plus on sent qu'on est soutenu par son équipe et qu'on est capable de travailler ensemble pour être sûr d'assurer la sécurité de quelqu'un, plus on est efficace à le faire. Donc, la stratégie de mobilisation, elle vise aussi à soutenir le développement ou le renforcement des capacités de soutien au sein des équipes en termes de pratiques cliniques. Ceci dit, ces principes-là, ils vont s'appliquer dans un contexte particulier. Et chaque équipe clinique, chaque structure de service présente son contexte particulier. Et puis pour nous, le contexte, on l'a défini en fonction des paramètres qui sont présentés ici. Ils sont liés à la clientèle, évidemment en premier. Est-ce que vous avez une clientèle plutôt DI, plutôt TSA, enfants, ados, adultes, personnes vieillissantes, clientèle qui est à la maison, qui est en centre d'hébergement, en milieu scolaire, sur un plateau de travail, etc. Donc, le type de clientèle que vous avez va conditionner le type de pratique de prévention du suicide que vous pourrez mettre en place auprès de cette clientèle avec votre équipe. Le contexte est aussi lié aux connaissances qu'on va développer et qu'on va implanter. Les connaissances qu'on a en prévention du suicide pour l'instant, elles ont été articulées plus ou moins dans le processus ODIS. Ça va changer avec le temps forcément parce que les connaissances vont s'améliorer. Donc, des changements de connaissances vont amener aussi un changement dans notre contexte de travail. Le côté connaissance lié au contexte, c'est aussi la photo de là où on en est maintenant en termes de connaissances en prévention du suicide. Qu'est-ce que notre équipe connaît? Qu'est-ce qui est confortable? Qu'est-ce qu'on pratique pour l'instant? Et où est-ce qu'on doit se rendre? Donc, ça fait aussi partie du contexte. Au niveau individuel, c'est souvent un des éléments qui est le plus étudié. Ce sont les caractéristiques individuelles des intervenants. Donc, la mobilisation, la motivation à apprendre des nouvelles choses, les capacités d'adaptation, le fait d'être ouvert à parler de cette question-là, les peurs qu'on peut avoir, les préjugés qu'on peut avoir par rapport à la problématique du suicide et tous ces éléments-là. Ensuite, il y a un élément de contexte qui est l'équipe.
Comment elle fonctionne, cette équipe? Est-ce qu'on a une grosse rotation de personnel? Est-ce qu'on a une grosse équipe, une petite équipe? Est-ce qu'elle est très soudée? Est-ce que c'est une équipe qui est très dispersée sur un grand territoire? Tous ces éléments-là vont conditionner une grande partie de comment les informations et la collaboration circulent au sein de cette équipe. Au niveau organisationnel, est-ce que la direction des ITSA offre du soutien? Quelle forme de soutien est offert par la direction? En tant que gestionnaire, quel soutien vous avez, vous, de la part de votre direction pour appuyer votre équipe dans l'acquisition de nouvelles pratiques? Est-ce qu'on est dans une période de changement, de transition, tant au niveau de certaines pratiques que de certaines structures, comme par exemple quand il y a eu la réforme de création des CIUS, ça a changé énormément de choses au niveau organisationnel. Le contexte a beaucoup affecté notre capacité à faire de la mobilisation des connaissances et de l'application des nouvelles pratiques dans les milieux. Donc, tous ces éléments de contexte doivent être compris avant de décider c'est quoi les activités de transfert des connaissances qu'on va faire pour faire en sorte que les intervenants qui sont dans notre équipe se sentent outillés. En tant que gestionnaire, vous avez une influence un petit peu à tous ces niveaux-là, que ce soit en termes de bien les connaître ou en termes d'être capable de les influencer. Donc, c'est important que vous soyez sensibilisés à l'existence et puis à l'impact de ces éléments-là sur votre stratégie de transfert des connaissances. Au-delà du contexte, nous avons à l'intérieur en fait, de ce contexte-là, nous avons ce qu'on a appelé les acteurs finalement de la mobilisation des connaissances. Ces acteurs-là, ce sont tous les personnes et les structures qui sont finalement directement actifs dans le fait de construire la stratégie et de soutenir l'appropriation des connaissances. Parmi les acteurs, il y a évidemment les directions des ITSA, qui sont les lieux dans lesquels vous travaillez, dans lesquels vous implantez vos nouvelles pratiques. On va partir dans l'autre sens, la roue cette fois-ci. Nous avons aussi la communauté de pratique qui fait partie intégrante de la stratégie de mobilisation des connaissances, qui est un endroit où tous les mentors vont pouvoir se rencontrer et les gestionnaires aussi, si vous voulez vous greffer à cette communauté de pratique-là, où il y a accès aux outils de formation, aux outils d'accompagnement, etc., puis à des conseils aussi sur comment jouer ce rôle-là et comment le travailler. Parmi les acteurs, il y a nous, l'équipe de recherche et d'autres chercheurs dans d'autres domaines qui peuvent vous aider à renforcer et à développer vos connaissances et vos pratiques. Il y a les équipes cliniques qui vont appliquer les connaissances et qui vont appliquer les pratiques de transfert de prévention du suicide. Il y a les mentors qui ont un rôle spécifique à jouer au sein de leur équipe en termes de mobilisateurs finalement de connaissances autour de la prévention du suicide. Puis il y a vous les gestionnaires dont votre rôle est vraiment de soutenir les mentors et les équipes cliniques. Ce qui est important aussi, selon ce que Cécile disait, c'est que en tant que gestionnaire, bien, vous avez cette opportunité-là d'orienter les pratiques et de prioriser aussi ces pratiques-là au sein des équipes et surtout de soutenir le mentor dans son rôle, ce qui est vraiment important pour que vous puissiez déterminer avec le mentor les besoins de sensibilisation, de formation, de changement de pratique de l'équipe en lien avec la prévention du suicide. C'est aussi d'aider les mentors à planifier les activités de mobilisation de connaissances en prévention du suicide et à présenter ces activités aux intervenants et d'expliquer surtout le rôle que le mentor occupera aux soins de l'équipe. Ça a quand même une certaine importance pour que tout le monde puisse savoir bon, bien, qui va faire quoi et surtout ce que le mentor va pouvoir apporter en tant que soutien. Ça va être important aussi pour le gestionnaire d'encourager l'utilisation des outils d'auto-formation par leur équipe. Puis pour ce faire, comme Cécile l'a mentionné tout à l'heure, bien, il y a le soutien évidemment de la direction, mais aussi de la communauté de pratique ainsi que le chercheur ou les chercheurs. Donc, tout ce monde-là ensemble qui se soutient et qui a fait une analyse finalement du contexte et du rôle qu'on peut jouer au sein de l'équipe, on permet d'identifier un mentor ou des mentors au sein de l'équipe et ensuite de travailler avec eux pour construire concrètement les composantes de la stratégie. Et donc, comme l'objectif, c'est d'arriver à faire en sorte qu'à terme,
les membres des équipes cliniques utilisent les outils et les bonnes pratiques de prévention du suicide. Il y a plusieurs étapes et plusieurs objectifs intermédiaires quand même qu'il faut atteindre pour en arriver là. Et on les a détaillés dans ce volet-là du schéma de la stratégie. Le premier objectif, ça doit être la sensibilisation. Le deuxième objectif, ça va être l'acquisition d'informations, donc la formation. Et le troisième objectif, c'est l'adaptation et la pérennisation des outils dans les milieux de pratique. Donc, essentiellement, on ne peut pas former des gens qui n'ont pas été sensibilisés à la nécessité d'acquérir des connaissances et on ne peut pas adopter des outils et des bonnes pratiques si on n'a pas été formé pour le faire. Donc, il y a comme une hiérarchie quand même d'éléments dont il faut tenir compte. Dans certains milieux, les équipes sont déjà extrêmement sensibilisées au fait que le suicide est un enjeu et un problème au sein de la clientèle et que donc il faut agir. Faire une campagne de sensibilisation dans une équipe comme ça, ce ne serait pas nécessaire parce que les gens le savent déjà. Donc, vous vous rappelez quand on parlait tantôt de la nécessité de bien comprendre le contexte, de bien comprendre où en étaient finalement nos acteurs, c'est pour être capable de bien déterminer quels sont les objectifs sur lesquels on va travailler en priorité. Une fois qu'on a déterminé quels sont les objectifs avec lesquels il faut commencer, on peut identifier quels sont les moyens qu'on va mettre en place pour remplir cet objectif-là. Et c'est là que la communauté de pratique joue son rôle le plus intéressant pour vous, je pense. C'est qu'on met à votre disposition des affiches, des dépliants, des exercices à faire en équipe, des capsules vidéo d'information, des études de cas, tout un tas d'éléments comme ça qui peuvent vous permettre de soutenir des exercices d'appropriation des connaissances qui peuvent être faits en équipe. On vous a indiqué aussi les effets attendus qui étaient associés avec chacun des grands objectifs, de façon à ce que vous puissiez monitorer dans un fonctionnement d'équipe ou à plus ou moins long terme, l'efficacité finalement de la stratégie dans votre milieu, puis faire des ajustements nécessaires en cours de route. Donc évidemment, la sensibilisation vise à un changement d'attitude et de croyance, qui est un petit peu notre socle sur lequel tout le reste va s'appuyer. Les formations visent à des changements dans les connaissances et l'adoption des outils, ça vise à des changements dans les pratiques. Donc, ultimement, c'est là qu'on voudrait se rendre, mais il ne faut pas oublier de faire les étapes intermédiaires. Donc, l'idée, encore une fois, c'est de bien analyser notre contexte, bien comprendre qui sont nos acteurs, travailler en collaboration avec le mentor pour déterminer nos objectifs, le contenu de notre stratégie et nos effets attendus de la stratégie sur une période de 6 mois, 1 an, 2 ans, etc., etc. Votre rôle en tant que gestionnaire, vous comprenez qu'il est central là-dedans. Sans vous, l'équipe ne va pas apprendre et le mentor ne va pas être capable de gérer finalement ses activités tout seul. La communauté de pratique, là, Lorraine a fait un snapshot, c'est ça, un screenshot de à quoi ça ressemble. Elle est gérée par l'Institut universitaire en DITSA. Lorraine, peut-être que tu voudrais dire quelques mots là-dessus? Bien oui, effectivement, il y a plusieurs outils, dont entre autres cette capsule vidéo qui va être dans la section où c'est marqué « Outils d'accompagnement pour les gestionnaires », donc vous allez pouvoir le visionner là et il y aura d'autres outils aussi à fur et à mesure qu'ils sont disponibles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des outils pour le mentor qu'il va pouvoir utiliser dans la sensibilisation ou encore dans la formation. Il y a l'outil Lodis que le mentor va pouvoir utiliser et former son équipe à l'utilisation de cet outil dont il va pouvoir y avoir accès dans les différents onglets que vous voyez actuellement. Donc, il y a le processus Lodis, il y a le modèle à l'intérieur, comment tout ça se déroule, les outils d'auto-formation. Il y a dans quelques-unes de ces onglets-là aussi où il y a des affiches de sensibilisation. Et ces affiches-là, ça ne vient pas nécessairement juste de nous, à l'UQAM, mais en fait, il y a eu plusieurs mentors qui nous ont fait part de qu'est-ce qu'ils ont utilisé ou qu'est-ce qu'ils ont bonifié ou modifié qui ont été aidants dans leur milieu. Alors, évidemment, avec la communauté de pratique, ça nous permet d'être en mesure de pouvoir le partager avec tout le monde. Alors, vous allez pouvoir retrouver tous ces différents outils. Tout à fait. Puis dans la communauté de pratique, si vous pouvez voir, il y a aussi un fil de nouvelles dans lesquels on est capable de communiquer avec les partenaires. La liste des membres, si vous avez des questions à poser à d'autres mentors ou d'autres gestionnaires, vous pouvez avoir accès à qui est là pour pouvoir avoir des conversations. Et puis, il y a aussi tout un fil de discussion
pour être capable de voir un peu, poser des questions ouvertement à tout le monde et puis avoir des échanges autour des pratiques de prévention du suicide qu'on essaye de développer. La communauté de pratique est accessible à tous les mentors qui ont été formés, tous les formateurs qui ont été formés et leurs gestionnaires. Donc, vous êtes bienvenus de vous inscrire dans cette communauté de pratique-là. Donc, concrètement, pour finir, on voulait vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble la construction de cette stratégie de mobilisation des connaissances avec votre équipe. Donc, j'espère qu'on a été capable de vous montrer à quel point pour que ça fonctionne, c'est vraiment un travail de collaboration entre le gestionnaire, le mentor et les intervenants qui font partie de l'équipe. Quelle que soit cette équipe, ça peut être une toute petite équipe qui travaille sur un site en particulier ou une équipe de cliniciens qui travaille sur un grand territoire. C'est à vous de déterminer qu'est-ce que c'est qui va être cette équipe et comment le mentor finalement va interagir et sur quelle dimension finalement le mentor va interagir avec cette équipe-là. Donc, dans le cadre du travail qu'on a fait de consolidation de notre plan de stratégie de mobilisation des connaissances, on vous propose un exercice à faire avec le mentor pour que vous puissiez co-construire avec lui ou avec elle la stratégie de mobilisation des connaissances qui soit adaptée aux besoins de votre équipe clinique et aux spécificités et besoins de vos clientèles en prévention du suicide. Encore une fois, ces documents-là ou cet exercice-là, il est disponible dans le rapport de recherche du projet qui est sur le site web du projet. Puis là, c'est le lien vers le rapport directement. Mais si vous allez sur le site ditsa-suicide.ca, vous allez trouver assez facilement ce rapport et puis donc les exercices qui en font partie. Et puis, comme on a mentionné un peu plus tôt, que bon, évidemment, les gestionnaires ont à déterminer les besoins de leurs équipes, bien, on vous énumère ici quelques étapes à vous rappeler, à utiliser, dont, entre autres, identifier les forces et les besoins en prévention de suicide de l'équipe. Puis ça, c'est toujours, puis, je veux dire, Cécile le mentionnait à plusieurs reprises, mais c'est vraiment une collaboration que vous faites avec toute votre équipe, à savoir, bon, mais qui fait quoi, qui sont vos partenaires, quels sont aussi les facilitateurs puis les obstacles, pourquoi que ça ne fonctionne pas. Ça peut être à cause du roulement de personnel, ça peut être aussi le fait que, bon, mais les équipes sont un peu dispersées parce que le territoire est très grand. Bon, c'est toutes des choses que vous devez considérer quand vous allez justement analyser, bon, mais quelles sont les forces, les besoins. Définir aussi les objectifs spécifiques sur lesquels vous avez besoin de travailler. Peut-être qu'au niveau du repérage, ça va bien, mais il faut peut-être se concentrer sur quelque chose de plus spécifique pour s'assurer de bien mettre en place les objectifs de la stratégie. De définir les activités de mobilisation de connaissances aussi. Si, par exemple, déjà dans votre milieu, il y a une bonne sensibilisation qui s'est faite, est-ce que c'est au niveau de la formation ou l'auto-formation que vous devez mettre plus en face et vous assurer que les équipes ont le temps pour pouvoir justement visionner ou encore avoir des échanges sur différentes problématiques qu'ils ont. Puis d'implanter les activités, c'est ça, de prévoir qu'est-ce qui doit être fait au niveau de la sensibilisation, s'il n'y en a pas eu lieu, au niveau de la formation, et qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir ce changement de pratique-là, ne serait-ce que d'utiliser, par exemple, l'outil. Bon, de quelle manière on peut maximiser l'utilisation de cet outil-là, que tout le monde puisse mettre les informations, puis qu'on puisse tout bien l'utiliser au bon moment. Et surtout, de mettre en place des mesures pour une pérennisation, pour s'assurer que si l'équipe a travaillé, par exemple, avoir des objectifs très spécifiques, d'avoir des activités de mobilisation de connaissances, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que ça perdure dans le temps? Surtout s'il y a un roulement de personnel, bon, mais qui pourra prendre la relève? De quelle manière tout ça va se concrétiser? Ce sont des étapes à considérer. Mm-hmm. Donc, la construction et l'application d'une stratégie des connaissances, c'est vraiment faire tous ces éléments-là. Puis, une fois qu'on a mis en place la pérennisation, quelque part, c'est cyclique, on peut revenir aux activités, aux premières questions qui sont de se dire, maintenant qu'on a acquis ça et qu'on a établi cette compétence-là, quels sont nos besoins pour aller plus loin? Et on recommence un cycle complet d'application. Donc, une stratégie, ce n'est pas quelque chose non plus qui est fixe dans le temps et qu'on va faire une fois et qu'on va faire pour toujours la même chose. Ça va être évolutif en fonction de, justement, quand on a atteint cette phase de sensibilisation,
Maintenant, comment est-ce qu'on va rentrer dans la phase de pérennisation, etc., etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit être revu régulièrement et qui se construit dans le temps. On vous propose, pour vous aider, on vous proposait ce tableau que vous allez trouver, encore une fois, dans les documents qui sont sur le site. On vous propose ce tableau pour vous aider à réellement bâtir, finalement, les composants de cette stratégie de mobilisation. Donc, chaque colonne correspond à un élément à prendre en compte. D'abord, il faut qu'on se fixe des objectifs. Toutes les activités qu'on va mener doivent dépendre des objectifs qu'on s'est fixés. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une activité, par exemple, de travail sur les croyances, par exemple, en lien avec le suicide, parce qu'on trouve que l'activité, elle est fun. On le fait parce qu'on a fait une étude de besoin, puis on s'est rendu compte que dans notre équipe, il y avait plusieurs personnes qui avaient des croyances qui pouvaient être délétères par rapport à l'adoption de compétences et de pratiques de prévention du suicide. Donc, il faut vraiment que chaque activité soit liée à des objectifs très précis d'acquisition d'informations ou de transformation des pratiques. Donc, premièrement, quel est l'objectif visé d'appropriation des connaissances dans le cadre de la stratégie qu'on met en place? Ensuite, quelle activité va nous aider à répondre à cet objectif? Puis là, vos mentors, eux, ont été formés et outillés pour avoir une espèce de coffre à outils, finalement, tout un tas d'activités différentes, mais rien n'empêche d'en développer des activités spécifiques à vous, par exemple, qui viennent de votre milieu. Il y a la créativité, il n'y a pas de limite. Ensuite, dans quel contexte va se dérouler cette activité? Est-ce que ça va être lors des réunions d'équipe? Est-ce que ça va être lors des formations initiales, des gens qui rentrent dans l'équipe? Est-ce que ça va être lors des rencontres multi, lors de déjeuners-conférences? Dans quel contexte on va faire cette activité-là? Ensuite, qui vont être les participants? Qui va être ciblé par cette activité? Puis pourquoi ces personnes-là plus que d'autres? C'est-à-dire comment nos intervenants ou nos milieux ou nos partenaires sont ciblés autour de cette activité. Ensuite, quel est le matériel, quels sont les outils dont on a besoin pour mener à terme l'activité? Est-ce qu'ils existent ou est-ce qu'il faut qu'on les fabrique? Puis ensuite, comment est-ce qu'on peut justifier à la fois l'objectif et l'activité par rapport à nos besoins? Donc, comment est-ce qu'on peut ramener une explication puis une justification de ça vaut la peine qu'on fasse cette activité-là et qu'on remplisse cet objectif dans le cadre global de notre stratégie? Et l'idée de cette colonne-là, c'est vraiment toujours de se ramener à nos effets attendus et pourquoi ces effets-là attendus sont importants pour nous. Donc, de vraiment revenir à notre étude de besoin et de toujours ancrer tout ce qu'on fait dans une espèce de cercle vertueux, finalement, de définition de besoins, d'acquisition de compétences, redéfinition de besoins, réacquisition de compétences, etc., etc. Un exemple de ce que ça pourrait donner, c'est un exemple inventé là, de ce que ça pourrait être, mais par exemple, si on dit qu'on doit se donner comme objectif de sensibiliser notre équipe clinique à la réalité des comportements suicidaires chez les usagers, c'est parce qu'on a observé que souvent, quelqu'un disait, un usager avait dit « je veux me suicider », puis la réflexion des intervenants, ça avait été dit « ouais, mais de toute façon, il ne le pense pas vraiment ». Ou alors, il dit ça, mais ce n'est pas vrai. Là, ça veut dire qu'il faut commencer par sensibiliser le monde. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire? Une des façons qu'on pourrait faire, ce serait, par exemple, une présentation d'une dizaine de minutes sur qu'est-ce que c'est les comportements suicidaires chez les personnes ayant une DI ou un TSA et distribuer des dépliants d'informations à nos intervenants, par exemple. On peut faire ça lors d'une conférence midi. Les gens qui vont être impliqués là, c'est tous les cliniciens de notre équipe. Puis si, par exemple, on travaille avec des écoles ou des milieux de travail avec comme des milieux de stage ou des plateaux de travail, ça peut valoir la peine d'inviter des gens qui appartiennent à ces milieux-là aussi, de façon à ce que la sensibilisation elle soit faite aussi avec eux. Les outils que vous pouvez utiliser, on a une brève présentation qui a été mise à votre disposition dans la communauté de pratique qui présente l'ampleur et les caractéristiques des comportements suicidaires chez les personnes qui ont une DI ou un TSA, puis on a des dépliants qu'on a proposés. Donc, vous pouvez utiliser ce matériel-là pour animer cette présentation dans le cadre d'une conférence midi. Et l'effet attendu, c'est que les membres de l'équipe ne considèrent plus les usagers ayant des comportements suicidaires comme ne présentant pas de risque suicidaire. Donc ça, c'est quelque chose qui peut éventuellement être mesuré si ça vous tente. Et ainsi de suite. Je ne vais pas toutes les passer, ce sont des exemples. Ils sont disponibles aussi de toute façon dans les documents qu'on a mis à votre disposition. Mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est de se dire, qu'est-ce que je veux faire? Quel est mon objectif? Quelle activité je vais mettre en place? Quels moyens je me donne pour mener cette activité à terme? Et quel impact je veux l'avoir
avoir finalement sur le monde dans mon équipe de travail. Donc, j'espère que ces outils-là, ils peuvent vous aider à travailler avec votre mentor pour aider à structurer les activités. Et donc, vous voyez qu'on peut commencer, par exemple, par de la sensibilisation, comme nos 2 premières lignes du tableau sont de la sensibilisation. Ensuite, on peut travailler les croyances, présenter les outils de formation, mais on ne s'arrête pas là. Peut-être que dans 3 mois, il va falloir recommencer d'autres activités de manière à maintenir l'intérêt, à maintenir finalement le rythme d'absorption de nouvelles connaissances. Et donc, la stratégie, elle va évoluer dans le temps. Donc, ça présente les grandes lignes de votre rôle et de ce qu'est la stratégie, de comment vous pouvez travailler avec vos mentors pour actualiser cette stratégie-là dans votre équipe. En dernier, on voulait vous dire qu'on a mis en place des collaborations pour que le projet de recherche ait des suites et que ça continue à vivre et que l'appropriation des connaissances et que cette stratégie-là continue d'exister. On collabore étroitement avec le SQE-TGC, le Service québécois d'excellence en troubles graves de comportement, qui a un mandat au niveau provincial de donner des formations à tous les milieux de la réadaptation, et ce sont eux qui ont repris et qui vont reprendre à partir de maintenant toute la formation aux mentors et aux formateurs. Donc, l'idée, c'est que vraiment avec le SQE-TGC, tous les CIS et les SUS, les directions des ITSA, des CIS et des SUS qui seront intéressés à participer, pourront faire former des mentors qui deviendront à leur tour par la suite des formateurs. Et ensuite, ces gens-là pourront former des mentors dans leur milieu. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ça fasse tache d'huile comme ça, puis que toutes les directions puissent s'approprier finalement ce type-là de stratégie, puis déployer à l'interne des méthodes d'appropriation des outils de la prévention du suicide. Et on a aussi une collaboration avec l'Institut des ITSA, en particulier avec leur service de transfert et valorisation des connaissances et de l'innovation. Ce sont eux qui hébergent la communauté de pratique et donc qui nous permettent de garder le contact avec tous les gens qui sont formés et à vous de garder le contact entre vous autres aussi pour continuer à développer des pratiques et des connaissances en prévention du suicide. Donc, ça complète ce qu'on voulait vous dire dans cette capsule de formation. Merci beaucoup, Lorraine, de m'avoir aidée aujourd'hui. Si vous avez des questions, évidemment, nous, on est toujours disponibles. Allez sur le site du projet et vous pourrez communiquer avec nous à travers l'interface communication du site web. Ou alors avec le SQE-TGC, eux, ils sont maintenant en charge de vous renseigner sur comment ça peut se passer pour déployer les formations dans vos milieux. Donc, merci beaucoup de votre attention, puis je souhaite que nous collaborions à long terme tous ensemble. Au revoir.